à l'époque ancienne, qu'on mettait les rapports face à la catastrophe des cultures chrétiennes et des cultures protestantes? Alors, je dirais que les deux sensibilités religieuses, catholiques et protestantes, ont d'une certaine manière le même rapport à la catastrophe, puisqu'on est dans un système providentialiste, à savoir l'idée que Dieu tient le gouvernail du monde. C'est une expression qu'on trouve aussi bien chez les réformés que chez les catholiques. Et la différence, donc ce providentialisme, est également une théodicée, c'est-à-dire qu'on est convaincu que tout dans le monde se tient, tout est organisé en vue du bien, que la création divine ne peut être que quelque chose de bon. Et donc même une catastrophe, dont le sens peut nous échapper, s'inscrit dans un développement qui va conduire vers quelque chose de meilleur. Alors ça, c'est le canevas général. Maintenant, dans les différences entre catholiques et protestantes, elles sont que du côté protestant, on a un providentialisme beaucoup plus strict, qui veut qu'il y a des règles dans le monde naturel, il y a des règles, qui fait que ces règles s'appliquent toujours. Et que seul Dieu peut, à un moment donné, décider de modifier les règles. Et quand il décide de modifier les règles, ça peut être une catastrophe pour, par exemple, punir des comportements qui n'ont pas été conformes du point de vue de la morale telle qu'on la conçoit dans le christianisme. Alors, le calvinisme en particulier, donc à l'intérieur du protestantisme, a une vision très rigoureuse de cette théodicée providentialiste, de ce providentialisme qui fait que Dieu peut lui-même décider à un moment donné de ne pas appliquer les règles et par exemple de provoquer un tremblement de terre. Alors que du côté catholique, on est peut-être beaucoup plus enclin à admettre que le mal peut s'exercer dans le monde à travers le diable. Et donc, quand quelque chose va mal, c'est sûrement le diable qui agit. Et par conséquent, dans le monde catholique, on a la possibilité d'essayer de se prémunir contre les effets néfastes de l'action du diable, par exemple par des intermédiaires que sont les saints protecteurs. Et c'est la raison pour laquelle les communautés anciennes, elles ont une espèce de contrat, pourrait-on dire, avec un saint protecteur qui permet d'éviter les catastrophes ou bien qui les protège en cas d'une éruption volcanique ou d'un tremblement de terre. Et de ce point de vue-là, je dirais que l'homme, le protestant, est beaucoup plus seul face au monde. Il est dans une incertitude plus grande que le catholique qui a toujours la possibilité de se référer à des saints ou à la Vierge Marie qui va éventuellement intervenir et le protéger contre des catastrophes. C'est une très grande différence. Alors, la pensée des Lumières par rapport à cette thématique, elle est, je crois, très, très liée à la perception qu'on a du tremblement de terre de Lisbonne. Le tremblement de terre de Lisbonne en 1755 a quand même apporté un certain nombre de nuances à la vision providentialiste, parce que après Lisbonne et ses dizaines de milliers de morts, on exagérait à ce moment-là le nombre de victimes du tremblement de terre, il était difficile de dire que le tremblement de terre correspondait à l'évolution naturelle des choses et que c'était une catastrophe qui allait déboucher sur quelque chose de meilleur, selon la logique providentialiste qui veut qu'il y ait des accidents de parcours, mais qu'on s'achemine toujours vers un mieux, que tout est bon dans le meilleur des mondes, comme disait Voltaire. Alors après Lisbonne, ça devient difficile de justifier une catastrophe comme celle-là.
sauf si on utilise de l'ironie comme Voltaire qui disait que finalement, après le tremblement de terre de Lisbonne, il y avait quand même quelqu'un qui pouvait se réjouir, c'était les vers de terre qui auraient beaucoup de cadavres à dévorer. Mais ça, c'est une plaisanterie et évidemment, ça ne tient pas dans la pensée sérieuse du temps. Donc la perception des déséquilibres qui peuvent exister dans la nature à cause de l'activité de l'homme, c'est évidemment une grande idée du XXe siècle qui est déjà présente, hein, je pense, au début du siècle et qui est devenue de plus en plus envahissante jusqu'à nos jours où on est vraiment convaincu que les grandes transformations auxquelles on assiste sont dues essentiellement aux conséquences de l'activité humaine et notamment à l'industrialisation. Mais sur ce schéma général, on peut greffer quand même des pensées plus spécifiques qui sont très liées à des conjonctures politiques. Donc, notamment la conjoncture de la Deuxième Guerre mondiale, hein, qui fait quand même changer considérablement la perspective par rapport à ce qu'est une catastrophe. Hein, puisque avec la Deuxième Guerre mondiale, on est convaincu que la catastrophe finale, c'est la catastrophe qui est créée par l'homme, avec ce pouvoir de destruction incroyable qu'a amené l'énergie de l'atome. Et la bombe atomique marque certainement une rupture. Et donc tous les penseurs qui ont développé ensuite le catastrophisme dans les années 1950, 60 et 70 sont tous des penseurs qui ont réfléchi sur les conséquences du nucléaire, les conséquences d'Hiroshima et la possibilité d'une troisième guerre mondiale qui serait une guerre nucléaire. Et c'est pourquoi il y a un lien très étroit entre le développement de cette pensée et puis l'univers culturel germanique. Parce que c'est quand même en Allemagne, mais accessoirement aussi en Grande-Bretagne, qu'on a été très préoccupé, d'abord dans les années 60 des conséquences de la guerre froide, et puis dans les années 80 des conséquences d'une guerre nucléaire qui aurait pu être causée par le déploiement de ce qu'on appelait les euromissiles, hein, c'est-à-dire ces systèmes de défense de l'OTAN d'un côté, et puis la réponse des soviétiques avec ces systèmes de défense qui mettaient face à face des missiles de moyenne portée, qui était une nouveauté à l'époque. Donc on a cette anxiété de la guerre nucléaire. Et ça, c'est ça qui est la matrice de la pensée catastrophiste. Aussi bien chez des gens comme Günther Anders que chez Jonas. Et donc le catastrophisme est quelque part une pensée germanique. C'est-à-dire qu'il y a dans la culture allemande une sorte une propension à une pensée crépusculaire, c'est-à-dire une pensée du déclin. Et ce n'est pas non plus, je crois, anodin de souligner que la pensée écologique et l'écologie profonde en Europe a trouvé aussi ses points de relais chez des auteurs allemands, beaucoup plus que chez des auteurs français ou latins. Parce que, à mon sens, l'histoire des catastrophes, c'est une des entrées possibles dans ce qu'on appelle plus généralement l'histoire environnementale aujourd'hui. Alors, il y a effectivement des textes un peu polémiques qui essaient de montrer qu'en France, on a tendance à penser que toute l'innovation, du point de vue épistémologique, que toute l'innovation vient des États-Unis. C'est-à-dire que les Français, par définition, lisent volontiers l'anglais et sont un petit peu quand même éblouis par les résultats de la recherche nord-américaine, qui évidemment est massive compte tenu des dimensions du
du pays. Et on a un peu tendance à oublier qu'en Europe même, on a innové un peu parallèlement à ce qui se faisait aux États-Unis, et qu'en particulier sur l'histoire des catastrophes, je pense que les historiens allemands ont écrit, ont innové plus précocement que les historiens français. C'est-à-dire qu'en Allemagne, c'est un vrai objet d'étude, déjà dans les années 1970, 1980, la catastrophe est un véritable objet d'étude, bien avant qu'on s'y intéresse dans le domaine francophone. Donc mon propos, c'est pas de critiquer les historiens français, c'est plutôt de faire un plaidoyer pour la compréhension des traditions culturelles à l'intérieur de l'Europe, et c'est que nous, francophones, on aurait beaucoup d'intérêt à lire aussi ce que font les historiens allemands, comme on aurait beaucoup d'intérêt à lire ce que font les historiens italiens ou espagnols, et que inversement, les historiens allemands pourraient peut-être s'intéresser un peu plus à ce qu'on fait en France, au lieu qu'on se retrouve tous sur un dénominateur commun qui est d'admirer béatement toutes les innovations intellectuelles qui viennent des États-Unis.